Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de programmation avec la technologie.net. Mon nom est Mario Cardinal. J'ai avec moi Guy Barrette, Éric Côté. Bonsoir Mario. Bonsoir Mario. Ça va bien? On est le mercredi 8 février dans les bureaux de Connexio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu à côté de ce qui serait un sujet classique pour les développeurs, mais on trouve, nous, un sujet qui peut être fortement intéressant pour les développeurs. En tout cas, ça va donner un aperçu sur le monde des gens qui s'occupent de déployer, d'opérer, donc de faire rouler nos applications qu'on développe. Donc, on va parler de ITIL, de ISO 20000, donc des normes d'opération de logiciels. Nos invités, Marc Taillefer, Jean-Claude Baudry. Avant de parler plus en détail de ITIL, de ISO 20000, Guy, cette semaine, ces jours-ci, quelque chose que tu voulais partager avec nos auditeurs? En fait, je me suis inscrit à un organisme qui s'appelle l'AQI, l'Association québécoise des informaticiens et informaticiennes indépendants du Québec. Le site web, c'est aqiii.org. Et ce qui est intéressant, c'est un site où on peut s'inscrire en tant que développeur ou consultant indépendant en informatique. Et les firmes peuvent afficher des mandats. Finalement. Donc, c'est une bonne façon là, de se faire connaître, de trouver aussi qu'est-ce qu'il y a comme disponible, comme mandat disponible. Donc, c'est Jean-René Roy qui m'a fait connaître cet organisme-là. Ils sont à Montréal depuis un bon bout de temps. Ils ont ouvert un chapitre à Québec cette semaine. Donc une bonne façon de pouvoir réseauter. Exactement. Avec d'autres consultants indépendants aussi, ou juste pour être en mesure de trouver des mandats? C'est vraiment pour trouver du travail, là, des mandats. Éric, toi, j'imagine toujours de la formation. Oui, exactement. Alors, je vais donner quelques formations. Mais pour rester dans le même ordre d'idée que Guy Barrette, un autre site web que j'ai commencé à utiliser récemment pour essayer de voir les projets en consultation, c'est Agent Solo, qui annonce sur son site web des projets non seulement en informatique, mais aussi dans différentes sphères pour des personnes qui sont des travailleurs autonomes. Agent Solo couvre d'autres domaines que l'informatique. Exact. On va annoncer le gagnant de notre tirage. Ben oui. À la dernière émission, on a indiqué à nos auditeurs, pour les prochains mois, on faisait tirer un abonnement à la revue LevelExtreme.net. Donc, le gagnant de ce mois-ci, c'est Richard Dinel. Félicitations, Richard. Ben oui, bravo. On va communiquer avec lui. Puis, à la fin de l'émission, on va aussi encore dire le mot-clé pour les gens qui veulent s'inscrire pour le tirage. Puis, on rappelle que au mois d'avril, tous les gens qui se seront inscrits pour le tirage auront l'opportunité de gagner un plus gros prix, c'est-à-dire une inscription gratuite à la conférence DevTeach qui va avoir lieu au mois de mai. Donc, on vous invite à venir sur notre site web et à vous inscrire pour le tirage. Besoin de parfaire vos connaissances des technologies Microsoft? Connexio vous offre la gamme des programmes de formation de Microsoft. Connexio, le carrefour du savoir au www.connexio.com. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Donc, le sujet de l'émission, c'est les concepts utiles et la norme ISO 20000. Nos invités, Jean-Claude Baudry, Marc Taillefer. Avant de parler du sujet, nous, la formule habituelle, c'est qu'on présente la biographie de nos invités. Ça permet à nos auditeurs d'avoir une vue d'ensemble de ce que vous avez fait jusqu'à ce jour. Donc, Jean-Claude, ça fait 8 ans que tu es gestionnaire. Donc, vous êtes vraiment pas, comme on expliquait, vous êtes pas du côté développement logiciel, vous êtes du côté opération. Donc, les gens d'infrastructure. Exact. Donc, ça fait 8 ans, toi, que tu es gestionnaire.
Principalement, vous êtes 2 consultants. Donc, Exact. Oui. on vous engage pour venir aider dans les organisations à mettre en place des processus, donc améliorer la qualité. Améliorer la qualité des services qui sont donnés aux clients en fonction justement des solutions qui sont mises en place, de l'infrastructure. Donc, effectivement. Puis vous, ce qui vous démarque comme consultant, c'est le fait que, entre autres, jusqu'à ce jour, vous maîtrisez bien la norme ITIL. Puis là, avec ISO 20000 qui s'en vient, vous allez aussi être fortement impliqué dans toute cette nouvelle norme-là. Tout à fait exact. Et aussi, rajouter le fait que, dans mon cas à moi, je peux faire aussi des audits internes. OK. Donc, le concept, là, d'aller vérifier par la suite si les choses sont bien en place. Puis si j'ai bien compris, mais c'est tout nouveau, mais vous travaillez maintenant ensemble, Jean-Claude et Marc. Ouais, en collaboration, puis on expliquera un peu à travers quelle plateforme cette collaboration-là s'est mise en place, mais ça, on va le garder pour plus tard un peu. Parfait. Jean-Claude, toi, tu es certifié ITIL. Mhm. Donc, puis il y a différents niveaux de certification, si je comprends bien. En fait, je suis certifié, ça commence par les fondations sur ITIL, le premier niveau, mais le niveau le plus général est le titre de directeur en gestion de services TI, qui est ce qu'on appelle souvent le Master ITIL. Et ça, moi, j'ai été chercher ces accréditations-là en 2000. Alors que tout le monde était dans la vague du bug de l'an 2000 qui s'en venait, moi, je pensais plutôt à 2006. Les types de mandats sur lesquels tu as été, ça peut être des organisations d'une vingtaine d'employés jusqu'à des organisations de 1000 employés plus. Ça peut être dans une petite organisation qui veut essayer de structurer un peu plus comment les services sont donnés à leurs clients, puis comment on se donne une structure de fonctionnement, comme ça peut être dans un ministère qui se trouve à agir à travers le Canada, puis ils veulent un peu structurer leur façon de planifier le service, mais également de le supporter une fois qu'il est en place. Moi, je suis juste un peu curieux. C'est quoi le type d'études que vous avez faites pour vous retrouver à un moment donné à être spécialisé plus au niveau opération? Parce que il n'y a pas une formation universitaire. Tu sais, les informaticiens, nous autres, c'est clair. On va soit au collège, soit à l'université, mais pour se retrouver au niveau opération, c'est quoi le background? Y a-t-il un cheminement plus classique ou vraiment on peut venir de différentes... Non, en fait, c'est pas nécessairement un cheminement. Moi, je viens d'un background opérationnel, en le sens que j'ai fait mon bac en recherche opérationnelle à l'Université de Montréal, qui découlait d'un programme en mathématiques. OK. Ça m'a amené, par contre, à la suite, à commencer à œuvrer plus dans un contexte où je donnais du soutien aux utilisateurs. Puis c'est plus cette expérience-là qui, à la longue, m'a amené à me spécialiser vers ce cadre-là. Comment on se trouve à supporter les applications en fonction des besoins des gens qui les utilisent. Donc, c'est plus ce cheminement-là qui nous amène à une spécialité en exploitation. Toi, Marc, est-ce que tu venais aussi d'un background opération, mathématiques ou vraiment quelque chose de totalement différent? Totalement différent. Si je regarde la couleur de mes cheveux, j'ai commencé par être finalement un usager de tout ça. Parce que j'étais gestionnaire, j'étais responsable de différents services. Donc, toi, tu as vraiment suivi le cheminement dans une organisation montant en grade, si on peut dire. C'est ça, dans plusieurs organisations. Comme je t'avais dit à un moment donné, j'ai commencé par faire de la radiologie. J'étais chef technicien en radiologie. Tu vois, ça part de loin. Et à un moment donné, tranquillement pas vite, je me suis embarqué dans la qualité. Et je suis devenu à un moment donné le coordonnateur pour une boîte informatique de 2000 personnes réparties à travers le Canada, qui avait 26 000 usagers. Je suis devenu leur coordonnateur qualité pour s'assurer qu'on améliore autant du côté développement avec des choses comme CMMI et ou du côté opération avec des choses comme ITIL, d'améliorer le service, d'améliorer le développement du logiciel. Donc, c'est là que j'ai été chercher pas mal d'expérience. Et par la suite, j'ai fait de la consultation un petit peu partout, dans des petites boîtes et dans des grosses boîtes, basées soit sur ISO 9000 ou sur CMMI, ou même sur TL 9000, qui est la norme ISO 9000 pour les télécommunications. Fait qu'il y avait des boîtes qui font du matériel télécom qui m'engageaient pour les aider à être capables d'avoir ce certificat, cette fameuse reconnaissance-là, pour que les gens puissent à un moment donné l'afficher et aller chercher des contrats. C'est souvent ça qui motive les gens d'aller chercher, de venir me demander ou de venir demander à Jean-Claude. C'est cette reconnaissance-là qu'ils recherchent. Tu as parlé d'ISO 9000. Notre auditoire est probablement familier avec ISO 9000 parce qu'on en a parlé beaucoup. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une norme de qualité. Essentiellement, c'est de définir nos processus dans une organisation ou nos livrables. C'est ça. C'est une norme de gestion qui mène vers la qualité. Puis c'est une norme qui est finalement partie aussi quasiment du Canada et qui a fait son chemin à travers le monde. Et présentement, tu as à peu près 700 000 organisations qui sont reconnues. Qui ont ISO 9000. ISO 9001. Ça fait que quand vous voyez le ISO 9001 sur une bâtisse, ben soit toute la bâtisse ou une partie de la bâtisse a été reconnue avec ce certificat-là. Puis
est-ce qu'il se passe la même chose du côté des opérations informatiques, c'est-à-dire que les gens vont voir se certifier, avoir l'étampe en disant je suis ISO. Oui, je pense que oui, puis on va en reparler peut-être un petit peu plus dans quelques minutes, mais il y a beaucoup de matériel qui était chez ITIL, et Jean-Claude va en parler, qui se retrouve maintenant dans la norme ISO 20000, mais quand on regarde les bases de la norme ISO 20000, c'est du copier-coller avec une amélioration de la norme ISO 9001 et un petit peu de la norme TL 9000. Donc, les gens qui ont écrit ça ont été chercher ce qui existe de mieux, ont rajouté une petite valeur ajoutée et arrivent avec cette norme-là. Marc, toi, tu étais impliqué beaucoup sur le Conseil canadien des normes. Oui. C'est pour ça que tu es très familier avec ISO 9000, puis par la bande, pas par la bande, j'aimerais dire, parce que tu faisais comme métier, tu te retrouvais à être impliqué beaucoup dans tout ce qui touche les opérations, la mise en place de la qualité. C'est ça. Moi, j'ai travaillé aussi dans des opérations informatiques, un petit peu dans la partie du helpdesk ou le deuxième niveau. J'ai été gestionnaire, donc j'ai acquis un peu d'expérience là sur le tas avec ça. Donc, dans ma vie, j'ai été longtemps, à un moment donné, consultant, puis une couple d'années gestionnaire ou personne qui fait la charge, en zigzag depuis 30 ans. Là. Donc, si nos auditeurs qui sont plus des développeurs, à quelque part, là, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes vraiment, tu sais, s'il y a quelque chose de très concret pour les gens d'informatique, c'est le helpdesk. Vous êtes vraiment, là, pas les spécialistes du helpdesk pour le faire, mais pour tout ce qui est la mise en place, la coordination d'un groupe de helpdesk, on peut dire que c'est votre domaine d'expertise, il est beaucoup là aussi. Oui, puis tout ça, c'est présenté dans un tout. Et tu peux pas prendre juste un petit morceau puis pas penser au restant. Et c'est cet élément-là qu'on va parler peut-être ce soir. C'est un peu ça, on va expliquer aux développeurs que tout ce qui est gérer les opérations, c'est pas quelque chose qui est aussi simple comme j'ai un ticket puis on règle le problème de l'imprimante. C'est plus global que ça. Ouais. Puis ça inclut même le développement des applications. Exact. Puis c'est effectivement le développement des nouvelles applications se trouve éventuellement à s'en aller en opération. Puis c'est de commencer à formaliser un peu comment le centre de service va devoir composer avec la résultante de la livraison. On va essayer d'orchestrer un peu mieux cette livraison-là en collaboration avec justement le groupe de développement. Vous êtes souvent retrouvé à avoir à faire de la formation à ce moment-là. Exact. Du transfert de connaissances. Beaucoup de formation dans un transfert, dans une définition d'une nouvelle façon de faire, d'un nouveau processus. Il y a un élément de formation qui est critique au succès, puis qu'on se doit également d'arrimer tout ça pour rejoindre autant ceux qui participent, qui contribuent à l'arrivée du nouveau système que ceux qui vont devoir l'opérer suite à la mise en place. Puis j'ai commencé depuis 1 an à faire du coaching avec des gens qui sont pris avec des projets informatiques, des projets de développement, des gens qui doivent mettre en place des nouveaux systèmes et qui se sentent pas mal démunis parce que là, on leur demande beaucoup plus de la gestion de ressources humaines, de la planification de projets, les aspects humains qui viennent en conflit. Donc, j'ai commencé à aider des gens, encore à cause de mes cheveux blancs, là, des gens un peu plus jeunes qui ont de la difficulté de ce côté-là. Et les gens semblent beaucoup apprécier ça parce que ils se retrouvent parachutés dans des projets, des fois, qu'ils savent pas quoi faire avec. Donc, si je comprends bien, il y a une nouvelle norme qui va apparaître, qu'on va entendre parler de plus en plus, qui est ISO 20000. Vous êtes impliqué là-dedans. Mais pour bien comprendre l'impact que ça va avoir sur le développement logiciel, il faut comprendre ITIL, qui est vraiment le précurseur de cette norme-là. Exact. C'est ce qu'on va, on va prendre une pause, mais avant, en revenant de la pause, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'historique, d'où vient ITIL, qu'est-ce que c'est ITIL, puis où on s'en va avec ISO 20000, puis comment ça peut avoir de l'impact sur les développeurs logiciels. Parfait. Donc, on prend la pause, puis on s'en reparle après. Pour bien comprendre la fameuse norme ISO 20000, je pense qu'il faut regarder l'historique de comment a évolué la gestion des opérations informatiques dans les organisations. Donc, si on regarde ça d'un point de vue historique, on peut remonter à quand? Presque aux années 60, 70? 70, en fait. ITIL a été bâti en 70, puis c'est pas arrivé en Amérique du Nord. C'est quelque chose qu'on a hérité de nos voisins
pas d'en bas cette fois-ci, mais de l'autre côté de l'océan, les Britanniques sont ceux qui ont développé cette norme-là, tout simplement par un souci de commencer à formaliser puis de mieux comprendre qu'est-ce qu'on faisait et de les améliorer. Comment est-ce qu'on se trouve à donner du soutien, organiser, opérer ces applications-là qu'on a et qui sont utilisées au quotidien, de se donner un peu une structure et une façon de l'améliorer. Donc, le cadre a commencé en 70. Donc, ITIL, on peut peut-être définir c'est quoi l'acronyme? Exact. ITIL, ça veut dire IT, donc Information Technology Infrastructure Library. Donc, c'est un acronyme anglophone qui est utilisé tout de même lorsqu'on en parle en français. Il y a eu toutes sortes de traductions qui ont essayé de percer. On entend souvent parler de BT qui, au cours d'un certain temps, a été un peu ignoré parce que ça n'était pas aussi porteur ou pas aussi connu. Donc, même si on en parle en français, que ce soit au Canada ou que ce soit chez nos voisins français, on parle maintenant de ITIL. Mais ITIL, ça a une connotation un petit peu francophone, là, ça... on s'en sort quand même. Oui. Donc, puis à l'origine, je pense que c'est les gens des télécommunications qui avaient une souffrance pour mettre en place pas cette norme-là, mais cette documentation-là. Le besoin est venu effectivement d'un des ministères du gouvernement britannique qui œuvrait au niveau des télécommunications, effectivement. Mais rapidement, les efforts de définir un peu comment on fonctionne se sont rapidement propagés à travers le ministère au complet et au bout de certain nombre d'années, donc au bout, en fait, on peut dire même de 18 années d'essais, de raffinement du modèle et de le mettre en place et de commencer à le renchérir à mesure. En 90, pour être plus précis, la première version publiée des ouvrages ITIL ont été publiés. 20 ans de développement, peaufinement, tout ça. Là. Pour arriver à un niveau de maturité où, effectivement, on pouvait le considérer comme étant une bonne pratique. Ce qui est concret, là, il y a un produit ITIL. C'est des livres ou c'est un logiciel? Non, ce n'est pas un logiciel. Ce que ce sont 7 publications qui ont été produites, encore une fois, à l'issue de cet exercice-là, et qui reflètent de bout en bout en partant de l'infrastructure sur laquelle nos applications roulent jusqu'aux besoins du client, celui qui l'utilise. Et à travers tout ça, le pont entre les deux, c'est vraiment de définir le service qui est livré sur nos infrastructures et qui est utilisé par nos clients et nos utilisateurs. ITIL l'aspect le plus important de ITIL est vraiment de définition de ce service-là et de définir de deux côtés un endroit où on définit comment on soutient les services. Puis encore une fois, le terme service définit les applications, comment les gens utilisent l'informatique, et également comment est-ce qu'on le planifie en fonction de la capacité de nos infrastructures, de la redondance, de comprendre également des besoins financiers, parce qu'évidemment, nos clients, ils veulent faire attention à ce qu'ils dépensent de ce côté-là. Donc, c'est vraiment un cadre qui définit 7 bouquins ou 7 publications, dont 2 sont au cœur de ce modèle-là. Donc, les 2 qui sont au cœur, c'est... Ce qui touche le mot-clé, c'est service. C'est service. Et le premier ouvrage s'appelle Le soutien des services, qui est un livre bleu. On peut le trouver des fois là, en librairie. Et le deuxième s'appelle, en anglais, Service Delivery. Donc, la traduction française, les ouvrages viennent tout juste d'être traduits, s'appelle Fourniture des services. OK. Essentiellement, un des besoins qu'il y avait de documenter ça, c'est probablement aussi d'appeler un chat, un chien, c'est-à-dire de créer aussi un vocabulaire, parce que quand tu veux associer avec les services, il y a la qualité du service. Donc, souvent, ce qu'on va dire, le niveau de service attendu par le fournisseur ou le client. Ben, si tu n'entends pas ce vocabulaire, c'est difficile de pouvoir même définir ce que tu veux avoir. Définitivement. C'est un des éléments importants de ce modèle-là ou de cette pratique-là qu'on se trouve à avoir de plus en plus en place. C'est que ça formalise la façon dont on communique autant à l'intérieur d'un département informatique qu'avec nos fournisseurs qui, des fois, ont un langage qui est un petit peu différent du nôtre, ou même de formaliser un peu plus comment on utilise certains termes face à nos utilisateurs. Ça établit un mode de communication qui nous permet de suivre un service, un événement de bout en bout de sa détection jusqu'à sa fermeture, jusqu'à son traitement final. Moi, une des choses que ça m'interpelle quand vous parlez de ça, c'est qu'à quelque part, c'est probablement pas toutes les organisations qui ont mis en place ITIL. C'est-à-dire, il doit y avoir des niveaux de maturité. On a eu une émission il y a quelques mois sur CMMI, qui est les niveaux de maturité quand on développe du logiciel. J'imagine, est-ce qu'on peut avoir une certaine équivalence dans comment tu implémentes ITIL, c'est-à-dire je suis à tel niveau de maturité,
où on n'a pas vraiment fait ça, c'est-à-dire c'est blanc ou noir, soit tu l'implémentes ou tu l'implémentes pas? C'est une très bonne question, en fait. Une organisation peut décider, selon certains de ses processus, d'atteindre un certain niveau de maturité. Puis encore une fois, l'échelle qui est utilisée souvent pour les audits ou pour les diagnostics ETIL est très similaire à celle utilisée pour CMMI. Donc, c'est vraiment un niveau de maturité où une organisation pourrait se satisfaire d'un niveau 3 sur certains des processus, alors que sur certains autres processus, un niveau 2 est satisfaisant parce que ça soutient son objectif d'affaires. Ouais. Marc, est-ce qu'on peut faire vraiment un parallèle avec les niveaux tels que définis dans CMMI quand il parle de niveau 3, niveau 2? Non, dans la nouvelle norme, comme Richard, il y a une couple de semaines, vous a parlé de ça. Mais Quand dans tu la dis nouvelle, Richard, tu parles de Richard Basque que vous avez vu à votre émission, je pense, il y a 2 mois. que tu connais bien. Que Donc je connais c'est pour ça bien, que tu j'ai l'appelles travaillé. par son prénom. J'ai travaillé avec Richard, chic bonhomme. Donc, effectivement, il n'y a pas de niveau au niveau de la 20 000. On parle pas de niveau. Tu l'as ou tu l'as pas. OK. Parce que là, toi, on fait un petit saut, c'est-à-dire Ouais. qu'on parle d'ITIL, mais toi, tu dis, ce qu'il faut expliquer aux aux auditeurs, c'est que ITIL, à quelque part, ça va disparaître, ou en tout cas, le terme va rester dans le vocabulaire, mais on va parler beaucoup plus de ISO 20 000 ou le vocabulaire va rester. En fait, les deux adressent différents principes. Ah, OK. ETIL, l'idée, c'est que c'est un cadre de référence qui va permettre à une organisation de s'améliorer. Que l'objectif soit d'aller chercher une certification ou pas, ETIL, le fait de mettre en place ces normes-là selon une approche d'amélioration de service, va quand même prévaloir. Donc, les cours utiles, là, parce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui donnent des cours utiles, dans 5 ans, 10 ans d'ici, ça va encore exister. Probablement qu'il va y avoir de plus en plus de cours parce que de plus en plus d'organisations vont sentir le besoin d'augmenter leur qualité de service. Exact. Puis ce qu'on voit, c'est que éventuellement, des cours de formation sur les bases de ETIL vont probablement faire même partie des programmes collégiaux ou les programmes universitaires à l'intérieur des curriculums normaux parce que justement c'est une préoccupation lorsque tu arrives dans l'organisation, dans l'industrie, de bien comprendre un peu ces préoccupations-là. Mais quand tu arrives puis que tu regardes la norme ITIL, qui a une connotation encore un peu britannique, parce que c'est de là que ça part, les Britanniques ont dit, écoutez, cette norme-là, présentement, cette façon de faire-là, on voudrait la faire reconnaître mondialement. Donc, ils ont utilisé un véhicule qui s'appelle ISO. Alors, ils ont été voir les gens de ISO, puis ils ont dit, on voudrait se faire connaître. Donc, ils ont fait des alliances. Et la norme ISO 20 000 vient de sortir le 15 décembre. Et déjà, on regarde pour une mise à jour de la norme. Donc, le 15 décembre, c'est qu'il y a un mois et demi, là, c'est très récent. Donc, il y a 3 semaines, j'étais en Angleterre pour suivre le cours sur comment auditer avec cette norme-là. Et parce que, tranquillement, pas vite. Est-ce qu'il y a déjà des compagnies qui veulent se faire auditer ISO 20 000 demain matin, là? En Angleterre, peut-être. En Europe, oui. Au Canada, un peu moins. Aux États-Unis, ça commence à progresser aussi. Mais comme Jean-Claude explique, c'est que les gens vont toujours continuer à utiliser ITIL, excepté que cette nouvelle norme-là va venir un peu travailler un peu côte à côte. Va venir travailler un peu côte à côte si tu vas être reconnu officiellement avec un certificat à la ISO 9000. Puis effectivement, Marc, comme tu dis, c'est une arrivée très importante dans la reconnaissance de ITIL à travers le monde. Effectivement, jusqu'à il y a quelques mois encore, on discutait beaucoup à savoir quelle serait la percée de ETIL encore ou l'acceptation de ETIL aux États-Unis, sachant que la norme n'est pas de native des États-Unis, mais bien européenne. Habituellement, ils sont un peu chauvins. Donc, dans une norme internationale, c'est important qu'il n'y ait qu'une seule norme pour pouvoir justement permettre à toutes ces organisations-là, dans un mode de globalisation, de bien fonctionner. Et Mario, tu parlais tout à l'heure de la terminologie que tout le monde devrait partager, mais effectivement, présentement, si on regarde la CMMI, la terminologie est citée, ITIL en parle un peu. Tranquillement, pas vite, ce qu'on peut voir avec la 20 000, c'est que maintenant, la terminologie va devenir de plus en plus internationale, va aller chercher d'autres normes comme la sécurité, les autres normes qu'on entend parler sous le sobriquet ISO. La terminologie va s'harmoniser pour qu'à un moment donné, les développeurs parlent peut-être avec des mêmes mots ou des mots un peu semblables avec le restant du monde. Ça va être un langage commun. Ça va être un langage commun qui va éviter d'avoir une idée différente pour le même mot. Est-ce que, à votre connaissance, les Américains, est-ce qu'ils vont acheter la norme ISO 20 000 ou parce que habituellement
Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, oui. Moi, j'ai vraiment l'impression que du fait que la norme se retrouve sous le chapeau de ISO maintenant et non pas de son prédécesseur qui était British Standard, qui était le BS 15000, qui est maintenant qui va devenir la norme ISO 20000. Je pense effectivement c'est une reconnaissance. Les Américains ont décidé d'engager le pas puis de reconnaître ITIL comme étant le standard qui va être utilisé à travers le monde au lieu de développer une autre norme qui va naître aux États-Unis. Puis certains signes également sont pas trompeurs. Il y a certains, on peut dire qu'il y a également des user groups sur ITIL. Le terme, c'est en fait l'acronyme, c'est ITSMF, qui est IT Service Management Forum. Ça, ces chapitres-là, ce sont des chapitres nationaux qui naissent et qui se reflètent à travers des chapitres locaux. Au Canada, bon, on en a peut-être une dizaine de ces chapitres-là dans les grandes villes et jusqu'à il y a 2 ans, les Américains n'avaient pas encore engagé le pas. Et l'année dernière, la première conférence de ITSMF USA a eu lieu et ont grandement surpassé toutes les attentes de participation et d'intérêt. Donc, c'est vraiment un mouvement de masse qui est en train de se produire aux États-Unis. On peut peut-être en profiter aussi pour situer tout ce qui ressemble beaucoup à ITIL pour nos auditeurs qui peut-être pourraient faire des liens parce que je sais que le ISPL, qui veut dire Information Service Procurement Library, on peut faire on peut dire qu'il y a une certaine ressemblance. Effectivement. Moi aussi, j'ai une documentation qui dit ASL. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Application Service Library aussi. Donc, c'est toujours des libraries parce que c'est de la documentation. Il y avait tout le Dynamic System Development méthode, DSM, Microsoft parle beaucoup parce qu'ils veulent implanter ça dans Team System. C'est très proche de... Ça va définitivement devoir, bon, quand on parle justement, le DSM va devoir s'harmoniser ou en fin de compte s'intégrer avec une porte d'entrée qui va permettre justement que le résultat d'une approche comme ça doive s'insérer en opération. Donc, la porte d'entrée, elle va être où? Elle va se retrouver dans une partie de ITIL. Donc, ça sera pas surprenant dans le futur parce qu'on sait que avec le fameux DSM, Microsoft, il y avait aussi le MOF, le Microsoft Operation Framework, exact, qui est très proche de ITIL. Qui est inspiré et basé sur ITIL, avec lequel ils ont été poussés un peu plus loin au niveau procédural parce que c'est basé sur leurs outils spécifiques. Donc, on peut se permettre d'aller plus spécifique dans leur modèle. On sait que Microsoft ont des produits, par exemple, de suivi comme le Management MOM, le serveur MOM, qui est le Microsoft Operation Management Server, qui essentiellement va aussi s'asseoir sur tout ce vocabulaire-là, parce que comme vous avez dit, c'est un vocabulaire à la base, puis on veut utiliser les mêmes mots pour exprimer les mêmes concepts. Oui, puis c'est toujours le même concept qui nous revient. Autant au niveau avec ITIL ou avec CMMI, avec Richard Basque 2 mois, c'est toujours le même concept qui revient. C'est la gestion par processus. Puis la gestion par processus, ça a fait la démonstration au fil des années que ça donne des résultats, mais ça a créé des douleurs chez bien du monde parce que quand tu commences à fonctionner par processus, tu commences à fonctionner avec une certaine rigueur. Et cette rigueur-là n'est pas toujours facile. Puis là, je ne veux pas pointer les développeurs, là, mais tous ces programmes-là ou toutes ces méthodologies-là ou toutes ces normes-là nous amènent une rigueur, mais nous donnent en profit pour l'organisation, ça sauve des jobs, ça donne en profit à l'organisation des meilleurs fonctionnements. Je te donne un exemple. Puis je reprends un exemple qui vient du SEI, que je pense que Richard a parlé, le Software Engineering Institute aux États-Unis. On parle qu'en mettant une méthode par processus, qu'elle soit ITIL, CMMI ou d'autres, 38% de diminution des coûts de projet, 50% d'amélioration des rencontres des échéances, 50% d'amélioration de la productivité, 14% de l'amélioration de la service à la clientèle. Fait que, tu vois, avec cette approche processus-là, tranquillement, pas vite, on est capable de faire la démonstration que c'est payant. L'autre exemple qui a été donné avec un autre groupe qui s'appelle l'American Society for Quality, ils ont fait un pot, si tu veux, des compagnies qui vont utiliser des systèmes qualité. Puis ils ont comparé avec la norme Standards & Poor's, les 100 compagnies de Standards & Poor's, et depuis déjà quelques années, ceux qui font de la qualité, en guillemets, merci de me le dire, ceux qui font de la qualité, en guillemets, ont eu des meilleurs résultats financiers que ceux qui en font pas comparé à Standards & Poor's. Donc, ce que j'essaie de dire, que ce soit des gens de développement ou des gens de production, d'opération du service à la clientèle, en fonctionnant par processus, le plus possible,
selon mur à mur, pour pas qu'on ait un système de gestion de base de données du côté des opérations, mais un système de gestion de base de données avec un outil différent du côté développement qui ne veulent pas se parler un l'autre, plus on va avoir un processus mur à mur, plus ça va être facile pour tout le monde de travailler avec un peu de moins de sueur. Parce que l'idée, c'est c'est de rendre explicite ce qui était souvent implicite, puis à quelque part aussi rapetisser, parce qu'il faut le dire, il y a un gouffre entre les équipes de développement et les équipes d'opération, les équipes d'IT. Il y a un gouffre pas juste culturel, mais même au niveau des outils. Donc, en rendant les choses explicites, on fait en sorte que les passerelles, parce que probablement que les gens changeront pas leurs outils, mais au moins les passerelles vont exister pour que de mur à mur, le processus soit appliqué. Soit plus facile justement à suivre de bout en bout, un peu comme Marc disait, puisqu'il y a un petit peu peut-être pour faire un parallèle entre le modèle par processus où ITIL se base, on peut essayer de faire un parallèle en développement objet, en ce sens que quand on définit un processus, c'est une boîte noire, on y définit des éléments d'entrée, des éléments de sortie, des résultats, puis la transformation, c'est les caractéristiques de cette boîte noire-là. Donc, ce qu'on va rechercher à faire, c'est essayer de définir plus clairement les éléments d'entrée pour savoir, qu'est-ce qui nous rentre dans notre processus, dans notre transformation et de définir comment le résultat peut être amélioré à la longue. Donc, c'est ça qui est la beauté de ITIL. Ça nous donne une façon de voir aujourd'hui, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on peut être plus efficace? Et de savoir aussi, de se donner un plan, comment on fait pour devenir meilleur dans le long terme. Puis il y a des gens qui me disent, vous savez, là, si on est patient, là, les affaires comme ITIL, puis les affaires comme ISO 9000, puis tout ça, ça va disparaître. Ça vient puis ça va, là. Soyons patients un peu, là, puis après 2-3 bières, on n'en parlera plus. C'est tout à fait faux. L'exemple, c'est que j'ai retrouvé dans CIO, qui est une publication, là, que je reçois là, par courriel. Le CIO disait, c'est quoi les grandes préoccupations des grandes compagnies des TI? Et ce qu'ils ont sorti, j'ai l'étude ici devant moi, qui dit que finalement, une des grosses problématiques qu'il va falloir qu'on regarde dans les prochaines années, pas dans le passé, dans les prochaines années, c'est qu'il y a tellement de backlog dans le développement informatique que les gens n'ont pas le temps d'avoir de la rigueur, puis que les gens n'ont pas le temps de gérer des bonnes relations avec leurs fournisseurs et avec leurs clients, qui fait que le niveau, que la problématique d'une bonne gestion de projet fait encore beaucoup, beaucoup défaut. Fait que, on pense que ça s'est amélioré, mais quand on regarde les statistiques, puis il y en a eu encore qui sont sortis avec Standish dernièrement, c'est vraiment pas bon. Mais le futur, ils disent, à un moment donné, il faut falloir que les gens travaillent sur le service à la clientèle parce qu'on s'aperçoit que les clients sont pas contents. Donc, c'est pas ITIL qui le dit, puis c'est pas ISO 9000. Puis, souvent, comme quand on a parlé de CMMI, il y a une question, on dit, ouais, mais c'est pas trop lourd, ces choses-là. La question se pose, est-ce que de mettre en place ITIL, ça devient mettre de la lourdeur, ou est-ce possible de mettre en place ITIL en restant tout agile? Oui, puis effectivement, c'est une question qu'on nous pose pratiquement à tous les jours. Effectivement, la mise en place de ITIL se doit être à la couleur de l'entreprise. ITIL, ça vous donne un cadre de référence. Ce n'est pas un standard en tant que tel. C'est sûr que lorsqu'on va parler de normes, une norme ISO 20000, oui, va devoir s'appuyer sur une rigueur très, très complète, de sorte que pour atteindre une certification, ça va introduire définitivement une certaine rigueur qui a un poids, qui doit être considéré. Et on l'adapte selon les processus qui sont déjà établis dans l'entreprise. Selon le processus qui est déjà établi en entreprise. Et ce qui est de plus en plus intéressant, c'est qu'une fois un processus le moindrement défini, ça nous permet de regarder un petit peu comment la technologie, comment les outils qu'on a en place, on peut les faire évoluer, les adapter, sans nécessairement rentrer en adaptation complète ou en personnalisation, mais à tout le moins les faire évoluer pour soutenir et nous rendre la vie facile, justement que cette lourdeur-là perçue devienne automatisée. Donc, ça nous permet justement d'atténuer une perception de lourdeur beaucoup plus facilement. Puis ma compréhension, c'est à quelque part, l'organisation va décider comment elle implémente son approche de résolution de problèmes, parce que ultimement, tout ça, on pourrait résumer ça en disant, grosso modo, ce qu'on veut, c'est avoir de la gestion des problèmes. Il y a vraiment deux volets importants dans le cadre de la gestion de service selon le modèle ITIL, selon le cadre ITIL. La première partie, on l'appelle le soutien des services. Puis effectivement, c'est un cadre qui est bâti à partir de 5 blocs. Les 5 blocs sont les suivants. C'est la gestion des incidents qui mesure l'impact qu'on a sur les services
utilisé par nos utilisateurs. Le deuxième, c'est la gestion des problèmes. Donc, tous les traces d'instabilité qu'on a, on veut pas les oublier, donc on va les gérer dans un processus qui s'appelle gestion de problèmes. On va également encadrer un peu la gestion des changements, comment ces changements-là sont introduits et coordonnés pour s'assurer que ça rencontre le besoin de notre client. Gestion de configuration qui se trouve à nous garder une image. Puis ça, c'est important. Ça, c'est intéressant. Ça nous permet également de savoir lorsqu'on a une nouvelle application qui rentre en opération, ça nous permet de la positionner sur notre infrastructure et de garder une trace exacte de elle se trouve où et elle interagit avec quoi sur notre infrastructure. Les techniques qui pourront être utilisées justement pour mettre en place ça peut être justement d'utiliser des diagrammes de cause à effet, les fameux diagrammes Ishikawa, les fiches, là. Oui, les poissons. Les poissons. En tout cas, moi, c'est comme ça que pour les auditeurs qui ne sauraient pas, j'ai fait une maîtrise en génie industriel. Donc, à un moment donné, j'ai eu à toucher ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais nous appeler ça, Marie? Ishikawa? Non, ça va. C'est l'auteur, en tout cas, qui a mis en place ces diagrammes-là. Mais essentiellement, c'est une façon pour dire, je cherche la cause de mes effets. Il y a un problème, puis là, je cherche les causes. Puis, grosso modo, comment tu vas mettre ça en place? Oui, tu peux le faire avec une très grosse lourdeur ou tu peux le faire très, très, très légèrement parce que c'est toi comme organisation qui décide à quel niveau de profondeur tu veux, ou en tout cas quelle lourdeur administrative tu veux associer à ça. Mais si on prenait un exemple concret là, d'une application, là, ça pourrait être quoi? Peux-tu préciser ta question un peu plus? Moi, je vais en prendre un concret. On fait un déploiement, puis la version, c'est pas la bonne version. Le code qui aurait dû être nouveau, c'est du code qui date d'il y a 2 semaines. OK. Donc on a un problème, on a un incident. Qu'est-ce qu'on ferait avec ITIL par rapport à ça pour améliorer? Donc, on dit, voici le problème, la cause. On cherche les effets. Puis on cherche à faire que les effets se reproduisent pas. Est-ce que je suis en train de dire la bonne solution? Oui, en fait, ça se ressemble beaucoup. L'idée, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, le premier symptôme qui va sortir, ça va être des incidents qui vont être rapportés au centre de service. Le centre de service va essayer de regarder, tous ces incidents-là qui se produisent, on va les traiter pour rétablir le service, mais on va soulever qu'il y a effectivement une instabilité qui a été introduite quelque part sur notre infrastructure. On ne sait pas encore c'est quoi la cause. On va l'analyser puis on va se rendre compte que, la cause vient peut-être d'un changement qu'on a introduit ou peut-être d'une instabilité pure de l'infrastructure, une défaillance matérielle. Donc, si on revient sur notre cas concret, ça pourrait être justement qu'un serveur qui a flanché, puis dans le restore, on est restauré en mauvaise version. Donc là, ça s'est passé du côté des gens des opérations parce que c'était dans leur cours. Exact. Mais on sait souvent, les mauvaises déploiements, c'est pas dans le cours des gens d'opération, le problème s'est passé, c'est du côté du développement. Puis l'idée, c'est que c'est ça. Plus on a d'informations sur qu'est-ce qui nous a amené à vivre ces problèmes-là, vivre les incidents qui en ont découlé, mais plus on va apprendre sur nos façons de faire internes conjointement avec le groupe de développement et le groupe de déploiement pour justement en tirer des conclusions et améliorer nos processus puis les intégrer de mieux en mieux. Donc, c'est des éléments qui sont très importants. Le dernier processus que j'ai pas parlé dans le soutien, puis c'est celui probablement où le groupe de développement est très souvent impliqué, c'est la gestion des mises en production. Évidemment, ça va être de considérer, une fois qu'une nouvelle application, un nouveau système rentre en production, c'est de considérer comment ce déploiement-là doit être exécuté afin que celui en bout de ligne qui l'utilise soit apte à l'utiliser. Puis je sais, si on prend par exemple la nouvelle version de Visual Studio, le Team System, pour les architectes, on s'est dit le plus tôt possible, on était capable de voir ces contraintes de déploiement-là, le mieux serait. Donc, on fournit même les outils pour que les gens d'infrastructure disent, voici mon infrastructure physique. Moi, j'ai le port 80 d'ouvert sur Internet, mais par exemple, tel autre port il est fermé pour que l'architecte logiciel qui lui dit, moi, vous m'envoyez ça sur le port 4000 pour tout de suite qu'on dise, mais non, regarde, ça marchera pas. C'est ça. Chaque architecte a un designer dans lequel il design son application. Donc, du côté architecture logicielle, on design notre application. Du côté infrastructure, même chose. Et ensuite, on merge les deux. Puis, Team System va nous dire, il y a eu telle erreur. Par exemple, on a essayé de communiquer par le port 80. Le port 80 n'est pas ouvert dans tel segment, par exemple. Là. Donc, l'avantage de ça, c'est plutôt que tu le découvres, surtout pour les nouvelles applications qu'on développe. Mais ce qu'on s'entend, c'est utile, ça va être très bon pour les nouvelles applications, mais c'est couvre plus large que ça. C'est tout ce qui touche service, donc les applications du patrimoine qu'on opère, il peut y avoir des problèmes de ce côté-là aussi. Ah oui, mais on gère même les COBOL avec notre ITIL. Une des choses, moi, qui j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'est-ce qu'il y a de spécifique
comment on pourrait qualifier l'évolution vers ISO 20000 de ITIL? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ISO 20000 que ITIL couvre pas? En fait, il y a une petite distinction qui est importante peut-être de faire à ce point-ci. ITIL, on a parlé qu'il y avait des cours, effectivement, qui sont de plus en plus pris par différentes personnes dans l'organisation, dans l'industrie. Ces cours-là mènent à des certifications individuelles. Pourquoi, en fin de compte, il y avait un besoin de s'en aller vers des normes ISO? Les normes ISO, elles, vont adresser les accréditations d'entreprise. Okay. Ce que ITIL n'était pas encore en mesure de pouvoir répondre. Donc, cette évolution-là permet à une entreprise d'avoir une reconnaissance au lieu d'avoir des reconnaissances uniquement au niveau des individus qui composent ou qui œuvrent au sein de l'entreprise. Donc, il y avait un besoin absolument de s'en aller vers une reconnaissance industrielle parce qu'il y a un soutien de ce côté-là pour pouvoir justement faire reconnaître la norme de façon internationale et mondiale. Et faire l'accepter aussi, qu'elle soit acceptée. Les firmes de consultation, là, par Montréal, les DMR, CGI, eux, est-ce qu'ils ont intérêt d'aller chercher une certification pour leur compagnie? Mais là, ce serait pas pour dire, moi, comment j'opère, parce que souvent, ils vont chez les clients opérer. Est-ce que ça s'appliquerait pour eux? Ouais, je pense que CGI a certaines reconnaissances là, de ce que tu parles. Mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Malheureusement, il y a des gens qui manquent des fois un petit peu de congruence. Ils vont aller, comme consultants, proposer quelque chose aux clients, mais ils sont pas capables de l'appliquer chez eux. Ça peut arriver, ça. Mais la question que tu posais tout à l'heure, c'est avec ITIL, qu'est-ce que la 20000 a rajouté? Oui. Comme je te disais en début d'entrevue, ils ont été chercher des petits morceaux un peu partout, ils ont fait des valeurs ajoutées un petit peu partout. Par rapport spécifiquement à ITIL, ils ont été rajouter des choses sur comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'ils appellent en anglais le service reporting, toute la partie des rapports. Ah, okay. Quelle sorte de rapports qu'on doit faire à qui et quand. Tout le concept aussi là qui vient rechercher un petit peu plus le concept aussi de l'escalade. Parce que tu sais que dans les organisations, souvent, on veut pas qu'il y ait de l'escalade des choses parce qu'on veut garder tout ça un petit peu caché. Donc, ITIL en parle, mais peut-être pas aussi d'une façon aussi prononcée. Ici, dans l'item 6.2 de la 20000, on en parle. On parle aussi des relations d'affaires. On va chercher encore plus de matériel sur les relations d'affaires. Donc, les relations avec les fournisseurs et les relations avec les clients. Est-ce que ça couvre même tous les niveaux de service? Parce que quand tu fais un contrat, souvent, tu veux spécifier ton niveau de service. Par exemple, je veux pas plus que 3 heures par année que les serveurs soient down. Exact. L'idée, c'est que dans un des processus qui fait partie plus d'aspect de planification, c'est de comprendre quel est le besoin des niveaux de service à rencontrer, puis de planifier notre service en fonction de ça. Et cet élément-là se trouve justement à définir les attentes pour que nous, au niveau des TI, puis de l'exploitation et du soutien, on se trouve à y répondre en fonction de notre compréhension commune et identifier les besoins du client. Puis la façon que tu disais ça aussi, il sera pas long qu'à un moment donné, il y a des donneurs d'ordre qui vont commencer à demander à des fournisseurs d'avoir avoir rencontré la norme ISO 20000. Ouais. Donc, ça s'en vient, ça, là. Donc, les Hydro-Québec de ce monde, par exemple, on peut dire, nous autres, c'était pas ISO 20000. Les Transports Canada, les gardes-côtes, différents groupes vont commencer à le demander. Puis plus ils vont, tu sais, c'est comme la saucisse high grade, quand on était jeune, l'annonce qui disait, plus t'en manges, plus elle est fraîche. Fait que plus les gens vont en demander, plus ça va être sur le marché. Et puis un autre point aussi pour confirmer aussi ce que tu dis, c'est dans l'industrie qui va avoir avantage à aller chercher une accréditation ISO 20000, c'est effectivement tous ceux qui, comme sous-traitants, donnent des services à des entreprises et qui vont vouloir justement se distinguer, confirmer comme quoi le service, c'est un service de qualité, autant au niveau du soutien que la planification et l'évolution des services. Mais autant avec ITIL qu'avec ISO 20000, c'est sûr que le certificat là, qui fait bien, là, puis on peut se gargariser de ce certificat-là. Mais ce que les gens, quand ils l'implantent, puis ils l'implantent comme il faut, s'aperçoivent, c'est que ça sauve des sous. Il y a des économies. Ça sauve des sueurs, ça sauve des burn-out. Ça sauve toutes sortes de choses dans l'organisation. Fait que tout le monde y bénéficie, là, autant les développeurs que les autres. Parce qu'on établit des processus là, qui sont clairs. Parce qu'on établit des processus qui sont clairs et parce que ça fait une autre chose aussi qu'on dit pas trop souvent, puis on va pouvoir en parler ce soir, il n'y a pas grand patron qui écoute ce genre d'émission-là. C'est que ça met un cadre de référence et le cadre de référence commence avec un premier point qui est le leadership des patrons. Donc, on dit au patron, si tu veux avoir la reconnaissance puis de gargariser de ce certificat-là, il va falloir que tu fasses tes devoirs.
Et à chaque fois qu'on voit une nouvelle norme arriver, de plus en plus, c'est pas la partie technique qu'on rajoute, c'est dans la partie patronale. Je le dis pas d'une forme syndicaliste, c'est au niveau de l'organisation. Comment cette organisation s'organise, comment est-ce que l'organisation exerce son leadership, comment est-ce que les patrons sont présents dans la prise de décision, comment que quand tu remontes, tu fais l'escalade de problèmes, comment est-ce que ça se transige? Oui, puis on en avait parlé lorsqu'on avait Richard Basque. Ces changements-là doivent venir de la haute direction. Ça doit venir du haut vers le bas pour pouvoir apporter un changement, un vent de changement dans l'entreprise. Là. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'étude de Standish. Là, ce qu'il disait, Standish, c'est que finalement, dans les projets informatiques, 50% de l'argent investi dans les projets est considéré selon leur étude, comme perdu. Et on parle de milliards de dollars. Ce qu'il disait, c'est que si on est capable de mieux enligner nos besoins technologiques ou nos projets technologiques avec les projets d'affaires, la haute direction va s'impliquer plus, puis en s'impliquant plus, ça va faire des projets qui vont avoir plus de succès. Moi, je vois un autre bénéfice à quelque part, c'est je sais pas si c'est vraiment peut-être moins du côté infrastructure, mais du côté, moi, mon expérience personnelle, en tout cas du côté développement logiciel, les cadres supérieurs et les cadres intermédiaires, souvent, sont parachutés sans avoir les connaissances de base pour connaître le métier d'informaticien. Puis, ils ont vraiment un décalage à comprendre vraiment ce qui devrait se faire sur le terrain. La production. Puis ce que j'imagine, c'est que là, en les forçant à faire cet exercice-là, il y a une forme d'éducation aussi, de leur dire, voici les niveaux attendus, parce que moi, une grande partie de pourquoi on m'engage, c'est pour former ces gestionnaires-là, à dire, c'est comme ça devrait marcher. Puis oui, c'est correct que ça marche comme ça, parce que c'est de même que dans l'industrie, ça se fait. Et d'autant plus, parce que j'ai travaillé avec des hauts fonctionnaires, ces choses-là, ces gens sont parachutés là. La majorité d'entre eux veulent très bien faire. Il n'y a pas de mauvaise intention. Il n'y a pas de mauvaise intention. Fait que là, quand ils disent aux gens, pourriez-vous m'expliquer comment est-ce qu'on opère? Les gens font des diapositives en couleur avec des animations. À la fin de la présentation, le haut gestionnaire, il comprend pas plus c'est quoi qui se passe. Quand j'ai fait avec certains, j'ai apporté des graphiques de processus à haut niveau puis à niveau détaillé. Puis je me suis assis avec eux autres devant une tasse de café, puis j'ai dit, regarde, c'est là que ça part, ta responsabilité, puis c'est là qu'elle se finit. Ah oui, puis là, ils commençaient à poser des questions intelligentes au bout de 5 minutes. Oui. Au lieu d'y donner, puis ce qu'on appelle en français des notes de brefage, là, vous savez, des gros cahiers épais avec bien du texte qui veut rien dire, si on est capable d'apporter des images de ces processus-là, ces hauts dirigeants-là commencent à comprendre. Puis si on commence à leur apporter des statistiques valables par rapport à ces processus-là, ils sont capables de comprendre. Puis j'en ai mis là, des schémas comme ça dans les bureaux des dirigeants. Puis je leur disais, à chaque fois qu'un employé vient te voir puis te parle d'un problème, lève-toi, va avec l'employé au mur, puis demande-lui, pointe-moi là, c'est où qui est le problème. Puis on sera surpris de voir comment est-ce que ces gens-là sont capables d'avoir une conversation intelligente dans pas beaucoup de jours. Puis, entre vous et moi, les fameux, parce que un processus, c'est un workflow, hein? Oui. Un workflow, n'importe quelle personne avec, en tout cas, qui a un secondaire 5 est capable de lire un workflow et le comprendre. Donc, tous les gestionnaires sont capables de comprendre ce qui se passe telle affaire. Puis, il existe une panoplie d'outils pour être capable de dessiner ces choses-là. Et même la norme UML te permet de faire avec un diagramme d'activité. Puis quand les hauts gestionnaires disent, je peux-tu avoir un dashboard, tu peux leur en donner un dashboard, mais si tu peux le référer à un processus de haut niveau, ils vont commencer à comprendre l'équation de ce qui se passe comme problème. Puis c'est ça qui est la problématique. Et tellement que dans la TL 9000, la première fois qu'on a commencé à faire ça, dans la TL 9000, on a dit, les hauts dirigeants doivent être formés. Parce qu'avant ça, TL 9000, c'est l'ancêtre de ce qui est devenu... Non, la TL 9000, elle existe encore aujourd'hui, c'est pour les gens de télécom. C'est la ISO 9000 pour les télécommunications. Okay. C'était tellement un problème flagrant, et ça l'est encore aujourd'hui, qu'ils ont même inscrit qu'il faut que les hauts dirigeants soient formés. Parce que quand je faisais des audits ou quand je fais des audits, je demande au patron, puis est-ce que vos employés, est-ce que vos gens sont bien formés? Oui. Vous, quelle formation avez-vous reçue? Rien. Ah, ben là, il te regarde en voulant dire, pas moi, ça s'applique pour le petit monde, mais pas pour moi. Moi, je fais des stratégies de compagnie, donc j'ai pas besoin. Mais tu fais des stratégies, mais tu sais même pas c'est quoi que la compagnie fait. C'est une grosse problématique. Alors, ces gens-là, avec la TL 9000, et aussi, je le vois un peu dans la 20 000, on commence à forcer la note, à dire qu'il faut que les hauts dirigeants soient formés. Et avec toutes les affaires de sécurité, toutes les affaires de SOX, COBIT, les gros scandales, de plus en plus, on va voir qu'on va serrer la vis, gentiment mais fermement,
pour que la haute direction soit aussi bien organisée et exerce un leadership qui a du sens. C'est quoi l'impact que ça... Là, on parle de l'impact que ça va avoir sur les gestionnaires, quelque part, donc les cadres moyens ou les cadres de niveau élevé, mais les développeurs. Est-ce qu'on peut voir un impact que ça peut apporter à moyen et long terme sur leur vécu? Oui, ce qu'on peut voir, l'idée, c'est que tout changement, en fait, un nouveau code, une nouvelle partie de programme qui va être demandé par nos utilisateurs, le cadre ETIL va nous permettre un peu d'encadrer cette demande-là, puis de la voir venir à l'avance. Donc, déjà, ça va encadrer un petit peu plus comment est-ce qu'on se retrouve à devoir gérer des demandes de changement de programme. On sait qu'on en vit au quotidien, si c'est pas à tous les heures. Donc, ça va encadrer un petit peu plus comment ces demandes-là arrivent vers l'équipe de programmation, mais également d'un autre côté, ça va essayer aussi de formaliser un peu comme on dit, le handshaking, donc le passage entre le développement, les tests, et quand ça se doit d'arriver en opération, déjà on va l'avoir vu venir beaucoup plus à l'avance. Donc, implication beaucoup plus des opérations plus tôt dans le discours, dans l'échange d'informations entre les clients et le groupe de développement. Et également, implication, si jamais on se trouve à avoir un centre de service qui a un intérêt à voir ces changements-là venir, ils vont être impliqués beaucoup plus rapidement dans les phases de test, les phases de définition pour savoir comment ça va impacter les opérations et comment ça va impacter les utilisateurs. Donc, c'est sûr qu'on va être beaucoup plus en présence un de l'autre plus rapidement dans le processus de définition d'une nouvelle application ou d'un nouveau système. C'est ça. Il y a moins de surprises à la fin. Exact. Je pense aussi, en tout cas, vous pourrez me dire si je suis dans l'erreur, un des problèmes qu'on vit beaucoup dans les organisations qui développent, quand ils sont à un niveau de maturité très faible, c'est, en anglais, on dit feature creep, c'est-à-dire des nouvelles fonctionnalités qu'on demande toujours, on n'arrête jamais de demander de nouvelles fonctionnalités sans comprendre que tu peux pas livrer quelque chose si on définit pas à un moment donné une envergure, donc un scope. De mettre en place ETIL, ça force l'organisation à prendre conscience que ça ne peut pas fonctionner autrement que en ayant des jalons puis un moment donné où est-ce qu'on freeze les besoins, les exigences. L'avantage, en tout cas, ça va aussi peut-être renforcer cette organisation-là à se rendre compte que ça sert à rien de définir une livraison sur 6 mois, 1 an, parce que c'est trop long. La petite, donc, fait des choses plus agiles. Puis en même temps, de prendre conscience, il faut absolument geler les exigences à un moment donné. Ouais, c'est vraiment ces préoccupations-là que tu viens d'exprimer se retrouvent vraiment au sein de les processus gestion des changements puis gestion des mises en production qui vont justement encadrer puis sensibiliser un peu nos clients, ceux qui nous demandent ces changements-là à répétition, alors que ils ont une responsabilité puis ils ont une éducation à un cheminement eux-mêmes à faire. D'un autre côté, ça va nous permettre nous également de se concentrer dès qu'un scope ou une portée d'un changement ou d'un système est établi, de se concentrer sur cette portée-là et sans trop se soucier que d'autres changements vont être introduits puis que la date de livraison soit maintenue. Évidemment, c'est ça le problème. Un autre problème que les développeurs vivent beaucoup, c'est qu'il y a des organisations où est-ce que la semaine de 40 heures n'existe pas. Le travail, 50, 60 heures. Puis essentiellement, le pourquoi c'est comme ça, c'est la vélocité de capacité de produire de l'équipe n'a jamais été mesurée. Donc, grosso modo, on promet X, Y, Z dans 3 mois, puis l'équipe est incapable de livrer juste X, mais on l'attend qu'elle sorte Y puis Z. Puis la seule façon qu'on trouve pour réussir à faire ça, c'est qu'on demande aux gens de travailler les soirs, travailler les samedis, puis on se rend pas compte qu'on épuise les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ETIL qui peut amener une piste de solution vers ça? Oui, encore une fois, c'est la même un peu préoccupation qu'on vient de parler. À l'intérieur de la gestion de changement, une des premières étapes de ce processus-là, c'est de faire une analyse préliminaire du changement en tant que tel et de regarder quel va être l'impact sur le calendrier du changement qui avait été initialement demandé et des coûts, et de demander l'autorisation et l'approbation du client comme quoi la nouvelle demande, voici les effets qu'elle va avoir. Est-ce qu'il est prêt à subir les effets? Et à partir du moment où il accepte les effets, là, effectivement, ça nous permet, nous, de revenir dans des semaines de 40 heures, sachant que le calendrier de livraison a été identifié comme c'est le calendrier de livraison qui va se devoir éventuellement de s'ajuster selon ces nouvelles demandes-là. C'est sûr que tu n'auras pas un miracle du jour au lendemain, là, parce qu'il y en a certains gens qui apprécient aussi de travailler un certain nombre d'heures. Là. Mais effectivement, avec un cadre plus rigoureux, tu vas être capable de faire, tu parlais tout à l'heure de cause à effet.
Fait que si tu es capable d'avoir des statistiques qui sont valables, puis que tu peux t'apercevoir qu'en promettant aux clients des choses quasi impossibles, que tu as des burn-out, que tu as des ci, que tu as des ça, que tu aies des burn-out, certaines organisations peut-être s'en fichent. Mais qu'il y ait des burn-out de gens qui sont vitales pour l'organisation, là, on commence à penser à d'autres choses. Ouais. Donc, c'est à force de mesurer d'une façon efficace et non pas lourde ces éléments-là et de garder une trace de ça et d'être capable de ramener ça à la haute gestion. Je te parlais de leadership tout à l'heure. À un moment donné, ils vont s'apercevoir que on étire notre organisation un peu trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 80% des organisations qui, ultimement, là, sur un long terme, vont aller vers des bonnes pratiques. Mais de la même façon que dans la société, tu as 80% des gens qui respectent les lois, puis tu en as 20% qui respectent pas les lois. Tu vas avoir un 20% d'organisations qui vont rester déficientes, qui vont aimer ça être dans le chaos perpétuel, puis être en crise perpétuelle, parce que ça devient quasiment une partie... En tout cas, c'est une décision quasiment généralisée de tout le monde qui reste là. On aime ça, vivre comme ça, puis on pourrait rien y faire. Tu gardes plus des employés qui n'ont pas de l'air des employés en crise parce qu'ils déconnent totalement de la culture de l'organisation. Je reviens encore à CMI, là, à CMMI. C'est que quand on parle de niveau 4, de niveau 5, l'image que j'ai, puis j'en ai vu un peu, là, l'image que j'ai de ça, c'est que c'est des organisations qui sont calmes. Parce qu'ils sont en maîtrise. Ouais. Donc, c'est des organisations qui peuvent se permettre de faire 40 heures, 60 heures semaine selon les temps de projet, que le père peut aller voir son fils un soir à l'école pour une réunion d'école parce qu'ils sont capables de gérer, ils sont en contrôle. Ils sont pas toujours épivardés. Et c'est ça que ITIL et que la 20 000 et que d'autres amènent comme à long terme. Mais il faut que les gens veulent changer. C'est encore des gens qui promettent n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Ben c'est sûr que là, c'était une problématique. Puis un des effets, surtout que ça va avoir, vu qu'on regarde globalement, parce qu'il y a aussi une partie des efforts qu'on demande aux développeurs qui sont de réécrire des choses parce qu'au niveau des opérations, on dit non, ça passe pas. Puis ça a été découvert très tard, le jour où on déploie, par exemple. Ça passe pas, ça, c'est inacceptable parce que, puis dans beaucoup d'organisations, les gens d'IT ont préséance sur les gens de développement, ce qui est correct parce que les autres, il faut qu'ils vivent avec ce qui est déployé. Mais donc, l'avantage d'avoir un ITIL en place, ou en tout cas des processus en place, c'est que tu devrais détecter ce qui passe pas plus tôt, puis pas développer une première fois, puis jeter aux poubelles pour commencer, là. C'est ça. Puis dans la gestion de la mise en production sur la 20 000, on a commencé à dire des choses claires. On a dit à un moment donné, les fameuses relâches, là, qu'on utilise le mot relâche, il faut que ça soit fait avec la planification des gens d'affaires, il faut qu'on ait des connexions de fait. Toutes les relâches seront testées avant de partir. Relâche, on pourrait dire synonyme livraison. Oui, de mise avant de la mise en production. Tout va être testé avant de partir. Donc, dans un environnement contrôlé. Et si ça fonctionne pas, il y a toute une série de statistiques qui devront revenir à l'organisation pour dire, regardez, excusez l'expression, on s'est baisé à telle place, puis ça a fait mal, et oui, ça a fait mal. C'est avec cette rétroaction-là qui, au fil des années, va rétablir ce que tu me parles du syndrome de 80 heures semaine. Quand on parle de relâche, par exemple, de livraison, la norme définit pas exactement comment on doit le faire. Elle définit des paramètres. Une subtilité là, que je vous ai pas dit à date, c'est que la norme 20 000, elle a 2 livres. Il y a la tiret 1 et la tiret 2. La tiret 1, c'est qu'est-ce qui va être mesuré si on veut se faire auditer. C'est le basic. Okay. Et c'est certainement que là, on dit pas comment faire les choses. Dans la tiret 2, où on parle de meilleures pratiques ou de codes de pratique, on commence à dire un peu plus. Donc, vous donnez des recettes à quelque part. On commence un petit peu plus à parler de recettes, où on étire un peu plus les exigences, que tu commences à voir la lumière au bout du tunnel, là. Okay. Donc, il y a ces deux volets-là là, qu'il faut comprendre dans la norme. Parfait. Si quelqu'un est intéressé à ITIL, à ISO 20 000, ça serait quoi les meilleures choses pour s'informer? C'est sûr qu'il y a plusieurs éléments. Il y a de la publication qu'on peut acquérir. Je vous dirais les publications sur ITIL les plus faciles à trouver. Je vais vous donner peut-être quelques sites web où on peut les retrouver. Le site officiel de ITIL, qui est un site en Angleterre, qui est www.itil.co.uk. Un autre site intéressant. T'as pas besoin de toujours les dire au nom, on va tous les mettre sur le site, mais tu peux quand même dire les noms des sites. Un autre, c'est celui de ITSMF Canada, qui est itsmf.ca, évidemment.
et peut-être l'équivalent international, donc itsmf.com. Qui sont des groupes d'utilisateurs, finalement, pour ITIL. Exactement. Donc, évidemment, les utilisateurs on veut leur donner accès rapidement, facilement à de la documentation. Donc, c'est pour ça que ces informations-là se retrouvent sur ces sites-là. Parfait. Et du côté oui, ISO? du côté ISO, oui, je vais vous citer dans le site web des endroits qui sont plus en Europe pour l'instant. C'est sûr que si on appelait demain matin le Conseil canadien des normes et dire je voudrais en acheter une, peut-être que quelqu'un fouillerait quelques minutes avant de nous trouver le prix. Je vais vous trouver des références à ça pour que ça soit assez clair. Là. Parfait. OK. En terminant, un site web, un livre, quelque chose qui est vraiment de vulgarisation qui pourrait s'adresser à des informaticiens que vous auriez en tête, vous pourriez dire ça serait une bonne lecture ou quelque chose d'intéressant pour nos auditeurs. Oui, il y a un ouvrage qui a été publié qui vulgarise beaucoup plus, sans nécessairement aller référer aux 2 gros bouquins dont j'ai référé un peu plus tôt. En anglais, le titre de ce livre-là s'appelle IT Service Management, An Introduction, qui a été traduit en français il y a 1 an et demi, qui s'appelle La gestion des services TI, une introduction qui est publiée sur ITSMF et qui peut être trouvée justement sur on le site cité un peu plus bas. Le lien. Ben écoutez, c'était bien plaisant. Puis nous, on va aller faire notre chronique avec Éric Côté, puis on va vous revoir pour la fin de l'émission. La chronique Tout le monde en blog avec Éric Côté. Salut Éric. Bonjour Mario. Éric, avant de parler des nouveautés, profitons-en tout de suite pour parler du GEVSM, le groupe utilisateur Visual Studio à Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement comme conférence? Eh bien, on a reçu tout récemment un conférencier de CompuWare qui est venu justement nous expliquer les différents produits qui sont offerts par la compagnie, qui sont assez intéressants pour les développeurs qui ont besoin de, si je pourrais dire, valider la qualité de leur code. Hein. Souvent, c'est facile de vouloir justement dire bon ben on va tester notre code, mais on se demande toujours comment on va y arriver et puis comment on va faire notre suite de tests. Donc il y a une suite d'outils qui est offerte par CompuWare pour nous aider à valider la qualité de notre code, que ce soit au niveau du unit testing, que ce soit au niveau de la génération des erreurs et que ce soit aussi au niveau de la sécurité des sites web. Donc ce produit-là, je pense, s'appelle DevPartner. Partner Studio. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé durant la présentation, c'était justement une démonstration d'un produit qui permettait de générer des erreurs. Hein, souvent, on veut pouvoir savoir, est-ce que si j'ai tel type d'exception, est-ce que mon programme va bien le gérer? Et ça, c'est difficile des fois à pouvoir générer parce que on peut pas vraiment dire, je vais essayer de simuler le fait qu'il me manque d'espace disque, ou encore je vais simuler le fait que le réseau tombe, ou encore je vais simuler le fait que la clé USB est défectueuse. Et ben là, eux, ils vont avoir justement une technologie pour générer des exceptions de ce genre-là, pour qu'on puisse tester ces cas de bornes-là un peu extrêmes. Pour s'assurer que notre application en reste sur ses 2 pattes. Pour s'assurer que l'application reste sur ses 2 pattes, ou tout au moins, si elle n'est pas pour rester sur ses 2 pattes, de quelle façon qu'elle va planter, au moins. Qu'elle plante élégamment. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient au GEVSM? Prochaine réunion? Oui, la prochaine réunion, en fait, il y en a 2. Il va y avoir 2 conférenciers le 20 février. On va avoir d'abord Frédéric Simard qui va parler de l'ergonomie de la conception d'interface. Donc, on va parler beaucoup du visuel, si je pourrais dire. Il va parler de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les quelques règles d'usage. Je sais qu'il sert de certains livres qui sont des références. Alan Cooper, par exemple. Alan Cooper, donc About Face. Donc, certains livres qui... Donc, ça devrait être une conférence intéressante. Définitivement. Et par la suite, on va avoir Jean-Pierre Polonowski qui va parler d'un produit qui s'appelle Code Object, qui est produit développé ici à Montréal. Ben, c'est un peu un équivalent de ReSharper, CodeRush pour ceux qui utilisent ces outils-là. C'est un outil d'aide au niveau du développement. C'est une extension à Visual Studio. Oui, exactement. Ouais. Puis dans ça l'améliore IntelliSense. Ça fait un IntelliSense plus... Ouais, ça ajoute aussi beaucoup de fonctionnalités au niveau des facilités de développement de code. Ce qui est intéressant, c'est que le conférencier va parler aussi de la façon qu'on bâtit ce type d'application, parce que c'est pas commun là, une application. Ouais, c'est plus qu'un add-in, là, ça s'intègre carrément là, dans Visual Studio là. Alors, il va nous présenter un petit peu les problématiques, les défis là de ce type d'application là. Ça. Un peu plus tard, durant le mois de mars, on va avoir un conférencier vedette qui va s'appeler Stephen Forte, qui est le Regional Director de New York. Mm-hmm. Et il va venir parler de XML dans SQL Server 2005. Ouais, on sait que le XML, c'est un type natif de SQL Server 2005.
Donc, on peut faire plein de choses en XML dans SQL Server. Donc, Evan Forte va nous présenter un peu tous les aspects de XML avec SQL Server 2005. Tout à fait. Dans les nouvelles ou les choses qui ont attiré ton attention ces derniers jours. Alors, il y a 3 petites choses qui ont attiré mon attention. D'abord, on a sorti hier soir le Release Candidate pour Team Foundation Server. Oui, RC0. Oui, Guy attendait ça depuis longtemps. Oui. Et Juste pour les auditeurs qui seraient peut-être moins familiers, donc c'est une des composantes de Team System. Donc présentement, Microsoft a lancé le produit officiellement pour la partie client. Ça, c'est la partie serveur qui était encore en bêta jusqu'à tout récemment. C'est ça qu'on appelle Team Foundation Server. C'est ça. On a sorti tout récemment ce qu'on appelle Internet Explorer 7 Beta 2 Preview. Donc, c'est une sorte de pré-Beta 2. Il va avoir un autre Beta 2 qui va sortir, on imagine, d'ici quelques semaines, mais c'est un peu vague là-dessus. Alors, on peut commencer à travailler avec Internet Explorer 7, c'est intéressant. Et qui est disponible en download pour tout le monde. Avant, c'était pas le cas là, dans le Beta 1. Je sais que toi, ce qui t'intéresse beaucoup, Mario, c'est les capacités XML de la plateforme. Oui. Pas XML, mais RSS. RSS, ouais. Moi, j'utilise maintenant la version 7 en bêta 2 directement sur ma machine. Il y a quelques petits problèmes, entre autres, quand tu vas sur les sites FTP, mais il y a une nouvelle option. Tu peux demander de visiter un site FTP avec un Explorer classique. Ah ouais? Donc, présentement, la bêta supporte mal les sites FTP, mais là, je vais avec mon Explorer classique, puis ça marche quand même. Donc, il y a des workarounds qui font qu'à date, je peux tout faire ce que je faisais avec mon IE version 6, puis profiter des nouvelles fonctionnalités, donc c'est pas pire. Et la navigation par onglet est super bien implémentée. C'est vraiment le fun. Moi, mon coup de cœur pour le produit, c'est tout simplement le fait qu'on peut faire une recherche maintenant sur l'historique. Alors, quand vous allez dans l'onglet historique, vous faites une petite recherche, vous dites, il me semble qu'il y a 2 jours, j'ai été voir un site web, puis on se rappelle jamais exactement c'est quoi le site web où on a été visité, mais on se rappelle d'un mot qu'il y avait sur la page. Et là, on fait juste taper le mot en question, il va retrouver la page en question. Une des choses, moi, que j'aime, c'est quand tu vas sur une page qui est une page RSS, qui habituellement, pas qu'habituellement, il y a toujours du code XML, qui est pas visible de façon élégante. Là, maintenant, avec IE7, ça apparaît comme une vraie page web. Donc, c'est très facile. Ce que ça va faire, ça va sûrement permettre, quand le produit sera officiellement sorti, démocratiser RSS. la technologie RSS. Puis on a une émission prochainement, une émission sur RSS, donc on va aussi essayer de convaincre nos auditeurs qui n'auraient pas fait le saut d'embarquer dans le monde RSS. C'est vraiment le futur. Et la dernière nouvelle qui a attiré mon attention, c'est la sortie de VMware Server de façon gratuite par la compagnie VMware. Ouais, c'est un bêta qui est sorti lundi, le 6 février. Donc, pour ceux qui seraient familiers avec le produit, c'est un produit, le produit GSX qui n'existera plus puis qui est maintenant un nouveau produit qui serait gratuitement. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que je suis dans l'erreur? On répond là, à Microsoft là, qui a lancé son produit Virtual Server 2005 là, à $99 ou $199 pour la version entreprise. Donc, VMware répond à ça en lançant un produit qui est gratuit. C'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de gens disent effectivement c'est pour répondre à une offensive de Microsoft. Puis il y a d'autres mondes qui disent non, c'est pas tant l'offensive de Microsoft que d'un produit open source. Et c'est le deuxième aspect, c'est qu'il y a un produit open source qui est disponible sur Linux qui est pas parfait présentement, mais qui dans un an et demi va l'être. Donc, je pense que ça vient de couper là, l'herbe pieds, sous le pied. l'herbe sous le pied. Il faut aussi dire que le futur de la virtualisation, c'est que ça va se passer dans des processeurs. On te remercie bien, Eric. Avant de terminer l'émission, il faut annoncer à nos auditeurs qui voudraient participer au tirage le mot qu'ils doivent inscrire dans la page. Le mot-clé, oui. Le mot-clé qui va être... ITIL. Ben oui, hein. ITIL. Donc, pour ceux qui veulent participer au tirage, vous allez sur notre page, sur notre site web. En bas, vous inscrivez le mot-clé, vous envoyez un courrier, puis vous allez pouvoir peut-être potentiellement gagner un abonnement à la revue. Ou peut-être une entrée à DevTeach. Tout à fait. Marc, Jean-Claude, on vous remercie beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre s'il y a des gens qui s'intéressent, qui aimeraient ça rentrer en contact avec vous? Je pense que vous êtes en train de mettre sur pied un regroupement de... Exact. En arrière de notre collaboration à Marc et moi, c'est qu'il y a un réseau qui est en train de se mettre en place sur
des indépendants, des conseillers indépendants qui œuvrent autour des meilleures pratiques. Ce réseau-là s'appelle Quality7. Donc, actuellement, on est en train de se donner une visibilité à travers le web qui n'est pas encore active, mais si jamais vous voulez nous contacter, sûrement à travers nos bios, on pourra justement trouver nos informations pour communiquer avec nous. Puis nous, on trouve que c'est une bonne démarche parce Ouais, qu'on a ouais. fait la même chose du côté Exactement. .net. On fait partie d'un réseau justement de .NET consultants Expertise. Donc, pour ne pas le nommer, .NET Ouais. Expertise. Donc, vous, ça va être Quality7. Quality7, avec le chiffre 7 à la fin. Puis, donc, est-ce que c'est un .org ou un .com? Ça va être .com. .com. Donc, on va mettre le lien sur la page. Donc, c'est possible que dans quelques mois, il va y avoir vraiment toute une structure organisée pour mettre en valeur les consultants indépendants qui sont des spécialistes avec ITIL puis avec la norme ISO 20000. Oui, puis si les gens ont une petite question, un petit quelque chose, tu sais, ça va faire plaisir là, de transiger un peu avec les auditeurs. Parfait. Écoutez, on vous remercie encore. Ça nous fait plaisir. On va vous souhaiter du bon succès dans vos aventures futures. Une des choses qu'on va demander à nos auditeurs, parce que tu parles justement d'avoir un certain feedback, nous, ça serait intéressant aussi qu'on sache de nos auditeurs s'ils apprécient qu'on sorte un peu des sentiers battus des émissions plus classiques sur la programmation, comme là, on parle de ITIL. Donc, laissez-nous le savoir si vous trouvez que c'est des bonnes initiatives, parce que nous, ça nous donne le OK pour dire faisons-en d'autres, ou peut-être nous donner un feedback, dire non, restez dans des formats plus classiques. Oui, donnez-nous du feedback. Donc, on vous revoit à la prochaine émission où on va parler de RSS. Donc, ça va être une émission qui devrait être fort intéressante. Puis, ben, Marc, Jean-Claude, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos aventures futures. Puis merci, là, je vais faire un download de la version 7. Là, je savais pas ça. Merci bien. Visual Studio Talk Show.